j'aimerais encore revenir sur Balint avant de passer la parole à Mathilde. Revenir sur un ou deux points de Balint. Donc, un, c'est cette question de se mettre au diapason et de s'identifier au patient. Et ça aussi, ça m'a fatigué. Est-ce qu'on doit s'identifier au patient? Est-ce qu'on doit s'identifier au patient dans tous les cas? Mais c'est la question de l'empathie. Ça fait partie du transfert. Soit on n'est pas du tout empathique, on est antipathique. Oui, exactement. Soit, exactement. Mais ça, c'est le transfert. Il n'avait pas les instruments pour le dire, mais c'est ça. Oui, et lui, il devait... Non, Balint, il connaissait très bien le transfert. Non, il disait qu'il fallait s'identifier. Il fallait s'identifier. Il fallait se mettre à la place de... Exactement. Mais des fois, on n'arrive pas. Oui, exactement. Mais est-ce qu'on y arrive vraiment? Et je me demande justement s'il le faut. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Et dans quel cas? Est-ce qu'on est efficace même si on ne s'identifie pas? Exactement. C'est une question de l'identification. Si on s'identifie trop, alors bon, il parle d'identification collective, mais on reste dans un truc. Il parle des dangers, à tout ça, mais je trouve, on reste dans un truc imaginaire et puis on risque peut-être de passer à côté du discours du patient et puis d'être à côté, d'être dans un truc un peu mon propre vécu, etc. Donc je trouve que ça, il ne le signale pas, mais je trouve que c'est un danger. Enfin, danger, entre guillemets. Oui, mais pour entendre de manière, disons, efficace le patient, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'identifie, enfin, qu'on se laisse porter par le discours du patient. Autrement c'était... Parce que cette question de l'empathie, de l'antipathie, elle est liée à cette illusion aussi de la neutralité. Ou à cet objectif de neutralité. Et donc, si c'est clair que la neutralité n'existe pas, en même temps, on doit un peu mettre son désir un peu de côté dans une analyse et on ne va pas le mettre tout le temps en avant. C'est la question, par exemple, la question politique. N'est-ce pas? Lorsqu'on a un patient qui a une position politique qui est complètement différente de la nôtre, au contraire à la nôtre, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas entrer en débat politique avec le patient. Tenez, je vous donne l'adresse de mes confrères qui comprendra mieux que moi, qui s'identifiera mieux à vous que moi. Mais peut-être que le terme identification, c'est un terme qui est difficile aussi. Comme il a dit, mettre au diapason, moi j'aurais mis plutôt raison, de la résonance, quelque chose qui résonne. Ou de l'empathie. En fait, ce que je comprends de se mettre au diapason du patient, c'est essayer de voir le patient pas seulement comme un symptôme. En même temps, lorsqu'il parle de centrer sur le patient et pas sur la maladie, il me semble que là aussi il y a quelque chose d'utopique, puisque c'est considérer la possibilité du patient comme un tout, comme un objet total possible, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que ça c'est impossible. On ne voit jamais, on ne peut jamais appréhender le patient comme un tout. On appréhende un bout ici, un bout là, des bouts. Et c'est la même chose, ça passe par la maladie. On prend un symptôme ici, un symptôme là, jusqu'à pouvoir créer un ensemble un peu plus cohérent, mais on n'arrive jamais à l'ensemble total. Oui, mais l'hôpital est une hétérotopie qui est désidentifiante, c'est-à-dire la camisole, compte de la blouse. Hein. Déjà, tu perds déjà tes habits, donc tu vas t'habiller comme tout le monde. Hein? Et puis maintenant, ils ont cette sale manie de dire Madame, vous vous appelez comment? Vous êtes née à quelle date? Et puis vous changez de salle. Et puis c'est la même personne qui a fait l'examen, puis je suis obligée, Madame, mais vous êtes qui? Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dans la structure hospitalière et clinique, qui est
désidentifiante. C'est-à-dire que je pense que là, il a voulu introduire quelque chose du sujet, d'une spécificité. donc humaniser quelque chose de cette tendance. Et cette tendance, elle est normale, parce qu'on sait bien, parce que vous allez vous opérer de quelle jambe? Et j'ai dit, vous savez pas. Ça m'a effrayé. Non, mais on peut aussi voir, enfin ça rejoint ce que vous dites, le côté de spécifique de chaque patient. Enfin, on a des dépressifs, on pose un diagnostic, mais c'est pas la même manière que Madame Bolomé, Monsieur, etc. C'est spécifique, on est dans des trucs plutôt uniques. La maladie, des fois, dit quelque chose aussi du sujet. Exactement. Ah, oui. Selon les symptômes développés. Donc c'est très imbriqué quand même. Alors, 2 derniers points autour de ce cas. À la page 43, là, il parle des critères d'amélioration. Okay. Là, c'est une chose aussi qu'on pourrait presque, si on travaille un peu mieux, j'aimerais revenir sur ça un jour, je referai un peu ça sur plusieurs cas, parce qu'on peut percevoir un peu l'idéologie clinique dans ces critères d'amélioration. Et là, par exemple, il dit, pendant 2 ans, les résultats énumérés plus haut furent maintenus. Miss Oldham faisait usage de son médecin à la fréquence réduite d'environ 1 fois tous les 3 mois. Elle put faire la paix avec son frère, sans renoncer à la capacité nouvelle de lui tenir tête. Elle put parler des tensions qui survenaient dans ses rapports avec Miss Beverley. Miss Beverley, c'était son amie qui était presque, presque une petite amie. Et grâce à cela, peut-être, mieux supporter les dites tensions. Les crises de céphalée dont elle avait souffert toute sa vie avaient complètement disparu pendant ce temps, de même que son sentiment d'être au bout de son rouleau et tous les autres symptômes d'une légère dépression. Alors, ce qui est intéressant dans cette question des critères d'amélioration, c'est qu'est-ce qui vient de la demande du patient, ça veut dire, moi je souhaite ça, d'une analyse d'un traitement, et qu'est-ce qui vient de l'attente du médecin. Parce que ce qui vient de l'attente du médecin, il met ça comme un critère d'amélioration, là on entre vraiment dans la question de l'idéologie médicale, Mais il y a aussi, je me demande, c'est pas aussi lié au fait, je lisais un texte sur, de Michel Moreau-Rico, un article Influence de Balin sur la psychanalyse contemporaine, et elle soulignait pour Balin que c'était important de poser un diagnostic et avoir un pronostic pour une manière, enfin si je le comprenais ainsi, comme suivre un peu le patient et être justement au diapason ajusté, être adapté et ne pas trop en faire, ou pas assez. Je pense qu'il y a quelque chose d'un contrôle de ce qu'on fait au niveau thérapeutique qui est vraiment adapté. C'est comme ça que je le comprenais, je l'ai lu rapidement tout à l'heure, mais peut-être ça a à voir avec ça, je me demande, pour rebondir sur ce que vous disiez. Mais entre lui et... On fait une petite pause. Oui, une dernière chose alors. Pause bientôt, on fait une pause. Sur, et je termine, il parle ici de ce qui n'a pas été travaillé. C'est à la fin du texte, la page 45. Il dit, on sait que les 2 vieilles filles étaient de très proches amies. Il parle de Miss Oldham et son amie qui habitent dans le même immeuble. Mais c'est à peu près tout. Des notions telles qu'une fixation sur la mère, l'homosexualité manifeste ou latente, ne furent ni soulevées, ni même touchées par allusion. De même, le rapport chez Miss Oldham entre sa crainte de la violence et l'éventuelle passion ou intensité de ses pulsions ne furent le sujet d'aucune interrogation. Malgré cette absence de données appropriées, on a pu adopter et appliquer une thérapie réelle. Donc, ce qui n'a pas été travaillé, c'est des choses vraiment fondamentales, les questions. C'est pas une analyse quand même. C'est loin de... Mais d'ailleurs, c'est le but, c'est que ça ne devienne pas une psychothérapie. Exactement. Ça, il le dit. Mais si c'est pensé par le thérapeute, peut-être que ça aide le patient. Enfin, c'est toujours la question. La construction du cas, on ne va pas tout interpréter selon la psychopathologie du patient qu'on a en face, mais le fait de l'avoir nous en tête, je suis sûr que ça aide. Enfin,
Ça les guide un peu quelque part. Ça leur donne une indication, Ouais, ils peuvent je réfléchir. sais pas par quoi ça passe, mais que c'est tout ce travail Ça qu'on fait- fait en ok. institution de comprendre un cadre. Et on va pas forcément. Après, on va pas dire aux patients, Oui. j'ai compris, tac, 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 tac. Mais Ouais, nous, c'est ça nous guide quelque part, peut-être dans notre façon d'être avec lui, de souligner un mot, de peut-être dire quelque chose. Non, mais ça les guide indirectement, parce que Oui, si tu mets le focus sur Bien quelque sûr. chose, il va s'interroger peut-être. C'est ça, c'est d'ailleurs toute la question du cas clinique. Le cas clinique, c'est on voit le clinicien parfois presque plus que le patient, n'est-ce pas, pour certains cas cliniques. Mais Balit, et cette orientation, donc il est exagéré un petit peu de la psychosomatique quand il dit Ah oui, de oui. la l'hypertension oculaire. Ah oui, donc oui. le- Non, c'était l'époque, Ça, c'était c'était l'époque. Mais C'était justement, C'était les c'était délais de l'époque. l'époque. Et il faut être C'est presque un peu inscrit dans délirant, l'époque. ça. Oui, mais il faut être inscrit dans l'époque, mais c'est-à-dire qu'ils y croyaient. Et c'est pour ça que c'est important de des fois revenir à ces textes. Ils y croyaient vraiment comme la psychanalyse allait apporter une espèce de puzzle qui manquait et qui allait. Vraiment, ils y croyaient, c'était une croyance. Ouais. Ça allait aider, et puis c'était une espèce de pansement supplémentaire et de même cure, de guérison supplémentaire. Donc ils y croyaient fort. Hein. Oui, quand il dit, c'est pas Parce que le glaucome était c'est pas- psychosomatique. Oui. c'est Mais pas bon, expliquer la il met tension une non petite travaillée, ça réserve. explique la tension Oui. du glaucome. Oui. Il met une petite réserve sur la question du glaucome comme psychosomatique. Il dit c'est pas prouvé. Il dit c'est prouvé, il a dit mais un jour peut-être, etc. Donc comme Freud disait, un jour la biologie va vous expliquer aussi. Hein, donc, Mais par contre, au niveau psychosomatique, tous ces maux de tête, indépendamment du fait qu'il enlève aussi cette médication, mais je veux dire, il y a cette libération grâce à la technique du flash de la parole, c'est un effet quand même cathartique et puis c'est un effet psychosomatique positif Là aussi. où c'est intéressant, c'est que la patiente ne revient pas spontanément sur des éléments somatiques. Elle veut parler d'elle-même. Ils le disent dans les séances, elle ne veut pas parler des céphalées. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ça veut dire que ça a eu des effets, cette pensée-là. Absolument. Oui, par contre, sa conclusion, elle est bonne. N'est-ce pas? À partir d'une idée fausse, la conclusion, elle est bonne. L'idée que si le problème ophtalmique, c'est psychosomatique, il dit là, il faudrait qu'on réfléchisse sur le fait que toutes ces améliorations des autres tensions se sont répercutées sur son corps. Et ça, c'est une chose qu'on voit, par exemple, chez les hypochondriaques. Les hypochondriaques, moi récemment j'ai passé un hypochondriaque, elle avait tout un problème de famille et il y a eu un certain moment où elle a cessé de parler de ses problèmes de famille, il était un peu en stand-by et là c'est le corps qui tout est venu vers le corps. On fait alors une petite pause.